Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce troisième webinar de Citeo sur les films et emballages souples. Donc c'est la troisième session, je vous remercie de votre participation. On va essayer pendant une heure tous ensemble de regarder ce qui se passe sur l'éco-conception et le recyclage de ces emballages et puis se donner un petit peu de vision sur le futur. Alors je serai accompagné aujourd'hui de Gauthier Massif qui m'accompagne sur le chatter pour prendre vos questions qu'on traitera à la fin du webinar. Donc pensez bien tout de suite à couper le son de vos micros. Moi je peux le faire à distance, je n'hésiterai pas à le faire, mais faites-le, ça permet une meilleure écoute du webinaire par tout le monde. Et puis sur le chatter, pensez bien à envoyer à tous les messages pour que Gauthier puisse les recevoir en direct, plus que uniquement moi en tant qu'animateur. Donc on active le son de votre ordinateur pour bien suivre le webinar, désactiver le micro, et puis les questions, à tout moment pendant la présentation, on les répond, on les traite à la fin, comme je viens de le dire. C'est quoi un emballage souple? On va peut-être commencer par le début. Tout le monde se pose la question. En fait, il n'y a pas de définition officielle de ce qu'est un emballage souple. Alors, il y a des tentatives de le définir par rapport à l'épaisseur de l'emballage, mais ça marche pas bien, cette définition via l'épaisseur. Donc aujourd'hui, nous, la vraie définition d'un emballage souple chez Citeo, c'est est-ce que l'emballage va finir avec les souples d'un centre de tri ou avec les rigides. Donc aujourd'hui, on a un retour d'expérience sur un certain nombre d'emballages qui finissent avec les souples, les packs d'eau, sachets de fromage râpé, les stand-up push, les doigts pack, etc. Tout ça, ça finit, donc le corps est vraiment souple, tout ça finit avec les emballages souples. Par contre, après, on a d'autres exemples qui ne finissent pas dans les souples, les opercules de peau ou de barquette, parce que la plupart du temps, ils restent attachés à la barquette. Les étiquettes et les manchons, qui restent généralement rattachés à la bouteille, donc ils partent avec la bouteille. Mais c'est aussi, par exemple, les tubes de dentifrice ou de cosmétiques. On se pose toujours la question, mais ça finit plutôt dans le rigide, dans toutes les expériences qu'on peut mener en centre de tri. Quand on regarde le panorama du marché des emballages souples, on voit qu'on a trois grandes familles de matériaux et des combinaisons de ces matériaux. Alors c'est principalement du plastique, mais on a du papier, du plastique et de l'aluminium. Vous avez des exemples sur la slide. Et on voit qu'il y a des mélanges de ces matériaux qui existent pour apporter toutes les fonctions que l'on connaît dans ces emballages. Aujourd'hui, avec notre vision sur le recyclage des emballages souples tel que ça existe aujourd'hui et tel que ça existera à fin de l'extension, ce qu'on est sûr à date, c'est que certains emballages souples vont être recyclés. Les emballages papier-carton, donc c'est les emballages qui contiennent plus de 50% de papier aujourd'hui, d'après la définition qu'on a faite avec le secteur, sont recyclés depuis 92 et pourront continuer à l'être. Alors il y a des petites particularités à connaître sur les encres, les cols, les vernis, et vous pouvez retrouver tout ça sur notre site www.cerec.fr, qui est le CEREC étant un organisme indépendant qui rassemble à la fois Citeo, qui représente les metteurs au marché, et la filière papier-carton, qui représente les recycleurs et les fabricants de pâte à papier. Là-dessus, vous aurez des précisions sur ce qui se recycle ou ce qui se recycle pas, mais globalement, on recycle les emballages papier-carton depuis 92 et donc avec l'extension, ça va continuer. Sur les emballages en aluminium, les feuilles, qu'on peut retrouver par exemple les feuilles pour emballer une tablette de chocolat, on a du mal aujourd'hui à les capter en centre de tri pour les envoyer au recyclage. Et puis on a pas mal d'emballages qui combinent de l'aluminium et du plastique, on va revenir après dessus. Donc là, on a un projet qui est en cours depuis quelques années maintenant, en partenariat avec un club qui s'appelle le CELA, qui vise à équiper des centres de tri d'une machine pour aller capter ces petits aluminiums et les envoyer vers un recyclage qu'on appelle la pyrolyse, où on va plutôt brûler la partie plastique-papier et récupérer l'aluminium qui lui ne brûle pas pour pouvoir le recycler. Et il y a 27 centres de tri qui sont déjà équipés sur 170. On vise un déploiement de plus en plus fort de cet équipement. C'est un équipement qui coûte cher, donc il y a aussi, au-delà de l'équipement des centres de tri, il y a aussi un soutien financier qui est important pour que la filière puisse tourner. Mais c'est en cours. Et puis, dans le cadre de l'extension des consignes de tri, ça va perdurer, il y a les emballages souples en PE, les films autour des bouteilles, des canettes, les sacs de caisse réutilisables, les sacs de surgelés, pour citer trois grands domaines. Mais demain, beaucoup de nouveaux emballages en PE orientés, comme on en parle beaucoup en ce moment,
qui vont permettre de remplacer certaines structures complexes vers du PE et qui pourront aller dans cette filière. On a un sujet au niveau du recyclage conjoncturel en ce moment sur l'intégration de PE recyclés qui mérite d'être un petit peu dopé pour que le recyclage continue à se développer et que les recycleurs à investir. Et c'est pour ça qu'on a mis un bonus chez Citeo pour l'intégration de PE recyclés. Et enfin, on a des règles d'éco-conception exactement comme pour le papier via le COTREP. Vous avez l'adresse du site internet, donc COTREP qui rassemble Valorplast, Ellipso et Citeo, qui travaillent sur des bonnes règles de conception des emballages en vue de leur recyclage. Et on a déjà des recommandations sur les films PE, on va en parler plus tard. Si on commence par les papiers, ils sont globalement tous recyclables aujourd'hui, dans les règles françaises. Par contre, on est en train de constater, et vous devez le constater aussi vous dans vos entreprises, que ces papiers deviennent de plus en plus complexes, avec des associations, avec des plastiques, des pellicules plastiques, mais également de la paraffine, des vernis, des encres, pour apporter de l'étanchéité, parfois pour se passer officiellement de ce qu'on appelle plastique. Et donc on va vers des emballages de plus en plus complexes, qui vont avoir des incidences derrière au recyclage. Nous, les premières recommandations au niveau de l'emballage, ce qui est important, c'est que dans un emballage papier, on ne recycle que la fibre. Donc plus il y aura de fibres et plus l'emballage aura de la valeur pour le recyclage et plus toute la chaîne de valeur se portera bien. On a une question qui nous est posée très très souvent sur le papier, c'est est-ce que les plastiques faits à partir de bois, le cellophane, l'acétate de cellulose, ça a plusieurs noms, la viscose, c'est le cellophane dans le langage courant. Est-ce que vu que c'est fait à partir de bois, est-ce que c'est un papier? Non, c'est clairement un plastique, ça, on préfère lever le doute tout de suite. Ça se comporte comme un plastique au tri, au recyclage. Donc ça vient pas perturber le recyclage du papier carton, mais ça ne sera pas recyclé. Qu'est-ce qui se passe au tri ensuite? Aujourd'hui, on va se mettre dans le cas de l'extension des consignes de tri à tous les emballages, parce que c'est le futur. On sait que les barquettes, par exemple, qui associent du plastique et du carton en grande quantité, des deux matériaux, vont être envoyées vers les briques. C'est assez nouveau parce que jusqu'à présent, ça restait avec la filière papier-carton. Donc ça, c'est nouveau parce qu'on fait des progrès dans ces centres de tri, on va plus loin qu'avant. Et on a ces barquettes complexes qui sont du coup reconnues aujourd'hui plutôt comme des briques et qui vont aller suivre cette filière-là. Et donc on a des premières alertes sur des difficultés à les orienter vers la filière papier-carton plutôt que la filière brique. C'est quoi la différence? C'est que dans la filière brique, on cherche absolument des fibres longues. Donc c'est typiquement un type de sujet qui est intéressant à avoir en tête en éco-conception, comment l'évolution du tri, les progrès faits dans le tri, pour faire plus de qualité, vont derrière pouvoir impacter des règles d'éco-conception de l'emballage. Typiquement, ces emballages carton complexés, plastique ou paraffine ou vernis, qui, s'ils se retrouvent avec les briques, devront certainement incorporer des fibres longues pour s'intégrer dans cette filière-là. Et c'est encore à tester avec les recycleurs et en discuter avec eux. Sur le recyclage, donc on l'a dit, les recycleurs cherchent la fibre cellulosique. Donc tous les emballages qui sont naturels, comme de l'herbe compressée par exemple, on a vu ça passer, ou des queues de tomates compressées. Ça c'est très pauvre en cellulose. Donc nous c'est vraiment la fibre cellulosique qui intéresse les recycleurs. Et puis tous les autres matériaux sont perdus. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un recyclage des autres matériaux. Donc là le plastique qui est associé au carton, lui n'est pas recyclé. Donc ça revient de tout ce qu'on dit depuis le début, l'intérêt de maximiser la partie papier, la partie fibre du recyclage. Alors il y a une petite exception, c'est dans le monde de la brique. Il y a quelques débouchés pour le mélange de plastique et d'aluminium qu'il y a dans les briques pour refaire ce qu'on appelle le polyal, qui va être utilisé dans une seconde vie. On a des innovations dans le monde du papier carton à suivre de près. Des gens alors là c'est 2 exemples avec 2 entreprises, mais c'est des entreprises qui se sont mis le pari de supprimer le plastique dans le papier carton, mais de garder l'étanchéité de l'emballage. On a clairement des progrès techniques là quand on présente ces deux exemples. C'est des gens qui vont aller travailler sur des vernis très fins. Donc là,
prendre l'exemple du Nesquik, on est à 90% de fibres et seulement 10% de vernis, même plus une feuille de plastique PE pour souder. Et donc là, on va aller sur des choses qui c'est très très propre en termes de fibres pour le recycleur. On a également, je suis passé peut-être un peu vite, mais on a un programme de recherche avec le Centre technique du papier sur rendre hydrophobe le papier, donc simplement par traitement, sans rien rajouter, faire que le papier ne soit plus touché par l'eau et ne se remouille pas au contact de l'eau. Donc ça, c'est un projet un peu plus long terme, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a des travaux dans ce sens-là. Les emballages souples en aluminium. Donc on a un gisement aujourd'hui de 60 000 tonnes environ, qui est de tous les petits emballages en aluminium. Pas forcément les flexibles, on a des flexibles comme on a des rigides là-dedans. On n'a pas un gisement détaillé, précis de ce qui est flexible dans la partie aluminium. On sait que pour nous, donc je le disais avec le CELA, donc je vous ai mis la liste des membres du CELA en dessous dans le projet métal. On a ce projet d'équiper les centres de tri avec des machines et de soutenir financièrement ces flux d'aluminium pour les recycler via pyrolyse. Aujourd'hui, on sait qu'un minimum d'alu, aujourd'hui on entend entre 30 et 50% d'alu dans les balles, donc dans les emballages, est le minimum nécessaire pour que ce soit recyclé. Donc on n'est pas du tout, ça concerne pas du tout les emballages métallisés. Là, on est vraiment sur une présence d'une feuille alu. On est à 27 centres de tri, 15 millions d'habitants en 2019, ça va progresser. D'année en année, on fait progresser. Plus on aura des gros centres de tri, avec l'extension des consignes de tri, et plus ce sera évident d'équiper ces centres de tri avec cette machine de courant de Foucault sur les petits emballages pour aller faire un flux alu sur les petits emballages. Et donc la pyrolyse, simplement un procédé qui va brûler le plastique, brûler le papier et qui va recycler l'aluminium. Enfin, toujours sur le gisement, on a les emballages en plastique, le plus gros gisement, avec 310 000 tonnes, donc à peu près 20-25% de tous les emballages plastiques mis en marché chaque année. Donc là, c'est des chiffres 2018 officiels Citeo, avec une filière PE qui pèse 120 000 tonnes. Et donc là, on comprend bien quand on regarde cette slide pourquoi Citeo et ses partenaires ont démarré le recyclage, le tri et le recyclage sur la filière PE. Parce qu'on a un gisement plutôt homogène, des films de fardelage, des sacs de caisse, du surgelé, c'est plutôt homogène et ça permet de faire, il y a pas beaucoup de complexes et donc ça permet vraiment d'amorcer la pompe sur des emballages plutôt simples à recycler et une matière, un plus gros gisement. Ensuite, deuxième gisement, on a les films et souples en PP qui sont estimés autour de 40 000 tonnes, mais qui sont stables aujourd'hui. Mais si demain on vous trouve une filière de recyclage de films PP, on va en parler, devrait croître significativement, on en est persuadé. Puis aujourd'hui, un flux divers d'autres films et d'emballages souples qui sont composés principalement d'emballages complexes, associant plusieurs matériaux, du PP et du PE par exemple, mais également du PET et du PE, pour citer deux principaux. Et puis on a aussi tous les emballages souples qui sont faits monomatériaux mais d'une autre résine, comme le PVC, le polystyrène ou les emballages en plastique compostable, qui représentent quand même 20 000 tonnes aujourd'hui via les sacs fruits et légumes. Ce recyclage des soupes plastiques en Europe démarre. On va vraiment le dire comme ça. Le PE a démarré dans quelques pays bien avant la France. Donc c'est intéressant, on s'en inspire. Mais par contre, sur les autres matériaux de soupe, c'est encore balbutiant. Pour commencer par la colonne de gauche, on voit par exemple que la France ou l'Angleterre sont en train d'équiper les collectivités, d'accompagner les collectivités à collecter ces films PE, à les trier, à les envoyer au recyclage. Alors nous, on a un horizon à 2022 de les collecter, de les recycler, ces films PE. L'Angleterre n'a pas cet horizon-là aujourd'hui. C'est pas fixé, c'est une ambition avec une date, mais on voit qu'il y a des pays qui sont sur le film PE et en train de tout se mettre en place. Nous, on a aidé des recycleurs à se créer, on va en parler. Les Anglais, ils étaient plutôt sur l'export et maintenant c'est de l'export vers l'Europe. En Espagne ou au Portugal, ils ont fait le pari d'avoir une matière recyclée d'un peu moins bonne qualité que les autres pays, en mélangeant un peu de PP dans le PE.
histoire de recycler plus. Donc on a une deuxième stratégie, qui n'est pas celle de la France ou de l'Angleterre, de pas revenir à du PE à la fin, mais revenir à un PE un peu modifié par la présence de PP. Et puis dans le cas extrême, on a des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, ou occasionnellement l'Italie, qui vont avoir d'un côté le flux PE et de l'autre un mélange de PE-PP, avec beaucoup, 50-50 entre PE et PP. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas toute l'Allemagne, ou tous les Pays-Bas, ou toute l'Italie. C'est vraiment quelques centres de tri, ou occasionnellement, qui produisent ce flux en mélange. Ça a un avantage, c'est que ça permet de recycler des films que personne d'autre ne recycle, des films PP ou des films complexes, majoritairement en polyoléphine, en PEPP. Mais par contre, ça, on va en parler derrière, ça pose un certain nombre de questions. L'Allemagne a également la capacité aujourd'hui de faire du recyclage par couleur de films PE, ce que d'autres pays ne font pas. Donc, ils sont capables à la fois de faire un très haut grade de recyclé ou d'aller vers des mélanges de plastique, suivant des questions de marché. Pourquoi je dis que ça pose question, ce mélange chez nos amis allemands ou néerlandais, et que j'ai pas forcément toutes les réponses? Vous en trouvez quelques-unes ici. C'est qu'aujourd'hui, déjà, c'est un modèle économique. Je sais pas si vous le savez, mais chez Citeo, dans le modèle français, les recycleurs achètent la matière aux collectivités pour pouvoir recycler. Donc, elles achètent la matière, elles le recyclent, elles sont capables de faire un prix de vente à la fin où elles peuvent, qui est viable pour elles. En Allemagne, les gens qui recyclent ce mélange de polyoléfine, de PE et de PP, se font payer pour recevoir le déchet, se font payer plus cher que le tarif de la valorisation énergétique. Donc ça, c'est une première grande question, se dire est-ce qu'on a envie de changer de modèle au nom du recyclage, vous en tant que client de Citeo, est-ce que vous avez envie d'avoir un tarif qui augmente fortement pour pouvoir payer un recycleur pour accepter ces films plastiques? Tout simplement, si on décide de les trier, c'est pas automatique, il faudra adapter les 170 centres de tri. C'est une contrainte, mais c'est pas une question. On va aussi se poser la question, une deuxième grande question, c'est sur la fin de vie. On va utiliser ce mélange de plastique pour pouvoir les remplacer des produits qui ne sont pas de l'emballage, qui étaient en monomatériaux. Donc en termes de recyclabilité, c'est pas notre secteur de l'emballage, mais est-ce que c'est circulaire pour vous, en tant que client de Citeo, ou en tant que fabricant d'emballage qui suivait ce webinaire, de remplacer des produits qui étaient mono, plutôt recyclables, par un mélange de matières? Chacun se fera son opinion. Moi, j'ai pas de réponse à ça aujourd'hui. Simplement, on pose des questions, on dit c'est un autre modèle qui est défendu par les Allemands et les Néerlandais. Et vous verrez, nous, en tout cas, la philosophie qu'on a essayé de défendre jusqu'à présent chez Citeo, c'était de créer de la valeur sur toute la chaîne et essayer de retrouver le modèle qu'on connaît sur d'autres flux en France. La deuxième question qu'on nous pose souvent, parce qu'en Allemagne, il y a un peu de mélange de rigide et de souple pour envoyer chez les recycleurs, c'est pourquoi, si vous ne savez pas recycler les films PP, pourquoi vous ne mettez pas les films PP dans les rigides PP? Les barquettes PP, vous semblez savoir faire. Là, en fait, on a fait un tour de tous les recycleurs avec qui on travaille, et clairement, ils sont pas équipés aujourd'hui pour recevoir du souple. C'est hyper clair dans les travaux qu'on a fait avec eux. On va faire un avis COTREP sur ce sujet-là. Donc au broyage, c'est un exemple, les films vont avoir tendance à s'enrouler et pas se broyer. Le séchage, c'est assez difficile parce que ça garde beaucoup d'eau et donc c'est c'est pas impossible, mais les outils actuels ne permettent pas de bien sécher. Et pareil, on peut se poser la question par exemple des débouchés. Un grade de film, c'est pas un grade de rigide et ça peut casser des débouchés des équilibres actuels. Donc c'est pas impossible. Ce qui se passe, pourquoi il y a un site en Allemagne qui arrive à le faire? C'est un site. C'est parce qu'il a fait des choix d'équipement et des choix de débouchés qui permettent ce mélange-là. C'est pas impossible. C'est simplement que les usines actuelles ne sont pas faites pour pouvoir faire ce mélange-là. Quelle est notre vision? Notre vision chez Citeo, c'est qu'on va devoir tendre vers, pour le plastique, souple. On va essayer de tendre, garder, consolider cette filière film PE et on va devoir créer une filière souple PP ou une filière souple
mix polyolefin comme ça existe en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas. Par contre, si on doit encore tester le recyclage mécanique du PP, on va devoir également, par contre tester directement le recyclage moléculaire, chimique, on l'appelle comme on veut, de ces polyoléphines en mélange, et pas passer par la case mécanique. Ça nous semble beaucoup plus crédible de passer directement au stade chimique sur ces fractions-là. Et donc ça veut dire en termes d'éco-conception, si on remonte la chaîne, qu'il faut faire tendre ces emballages souples vers un maximum de polyoléphines à très court terme. Le PE a déjà ses filières, donc c'est la voie qui existe déjà. Le PP devrait avoir sa filière sous une forme ou sous une autre, soit en pur, soit en mélange. Et donc ça, c'est important de s'y préparer pour toutes les structures qui ne sont pas majoritairement en PE ou PP. Et puis c'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, mais sur les emballages souples compostables, on a fait un webinaire dédié sur le sujet, on en fera à nouveau en 2020. Là, on va être sur un marché qui va se limiter à quelques produits souples, comme les sacs fruits et légumes ou les étiquettes de fruits. On a fait un citéo prospectif sur le sujet et on voit très bien de l'avis de l'ADEME, de l'avis des gens qui vont exploiter les déchets de cuisine des Français dans leurs usines demain, quand ça sera mis en place, qu'ils ne souhaitent pas recevoir tout et n'importe quoi comme emballage à l'intérieur. Et donc là, nous on pense que le futur, c'est que ça restera limité à certains produits où il y a une logique entre le reste alimentaire et l'emballage. Sur le PE, quand je dis qu'il faut consolider la filière PE, c'est quoi? Aujourd'hui, on a 2 recycleurs en France qui ont investi, Macaron et Barbier. Macaron et Barbier, ils ont besoin de balles de bonne qualité pour pouvoir refaire des débouchés qui sont principalement du film. Donc aujourd'hui, on essaye de faire des balles qui ont une qualité élevée par rapport à ce qu'on trouve en Europe, avec 90% de film PE. Ça marche plutôt bien, et on arrive à les approvisionner. Par contre, on a des films qui sont colorés dans tous les sens, parfois teintés dans la masse, et on arrive à faire qu'un RPE, un PE recyclé gris. On ne sait pas faire à date du retour contact alimentaire, et on va principalement sur un retour au sac à déchets ou au tuyau. Il y a une vraie question à se poser, un vrai projet à mener pour refaire de l'emballage ménager ou de l'emballage industriel à partir de ces films. Sur la recyclabilité des emballages en PE, aujourd'hui, je vous disais, on a principalement des packs de boissons, des sacs de caisse, des sachets de surgelés. Arrivent sur le marché un certain nombre de stand-up push ou de doigts packs qui sont mono PE, vous avez sans doute vu passer, et qui vont ouvrir un certain nombre de questions sur la présence de VOH, sur la présence de coating, sur la présence d'un morceau de PP, de colle. Et donc on n'a pas encore les réponses à tout. On est en train de construire une ligne de test avec le Cotrep que j'ai cité avant et IPC qui est le centre technique de la plasturgie pour faire tous ces essais-là et vous dire ce qui marche pas. Et puis vous permettre dans un second temps à vous d'aller tester vos propres produits sur cette ligne pour avoir un retour sur la recyclabilité. Par contre, on a déjà interrogé les recycleurs, on a déjà travaillé avec eux et on a déjà quelques idées de ce qui marche pas. On peut déjà vous dire que du PET et du PE ça marche pas, du PP et du PE ça marche pas, du PE et du PA, du nylon ça marche pas bien non plus. En mélange quand c'est un multicouche ou un blend dans le corps de l'emballage. Par contre, on sait par exemple qu'un robinet PP ou une poignée PP sur un pack d'eau, on arrive à le gérer aujourd'hui. C'est pas idéal, mais on sait le gérer chez le recycleur. On a des projets d'éco-conception et de recyclage chez Citeo pour améliorer cette filière PE et cette filière papier. On a un projet avec un certain nombre d'acteurs, là 6 acteurs, sur des poignées PE pour les packs de boissons, donc avec Evian, Barbier, Henkel et Alimac, pour vraiment faire cette poignée PE plutôt que PP, afin de l'envoyer, de faire un recyclage de l'ensemble de l'emballage et pas uniquement du film. Et dans ce même projet, on va essayer de travailler sur des doigts packs barrières et recyclables, cette fois-ci avec Legatec, Deltasac, Barbier et Henkel. Et là, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on peut lire sur ces emballages ces doigts packs en stand de push en mono PE,
c'est que là on a Henkel qui va travailler sur la colle la plus adaptée pour le recyclage dans cette structure multicouche. On a également un projet avec l'Alliance 7 et 4 de ses membres, Valrhona, Biscuit Bouvard, Café Richard et c'est moi, issu d'un projet qu'on a fait chez Citeo qu'on a appelé un do tank, où on a réfléchi sur quelles seraient les solutions pour ce secteur-là. Et ils travaillent également sur des souples PE barrières compatibles au recyclage avec nous, spécifiques à ces secteurs du café, du chocolat et du biscuit. On a un projet sur l'intégration de PE recyclés dans les enveloppes de e-commerce pour les vêtements. C'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et les enveloppes de e-commerce, c'est des contraintes mécaniques qui sont pas les mêmes que pour d'autres films. Donc c'était intéressant de pouvoir le tester si on peut mettre du recyclé. Et puis on a un dernier projet avec Haribo pour essayer de passer du sachet PP qu'on connaît tous à un souple papier. Par contre, il faut qu'il soit barrière, parce qu'il y a des barrières dans le PP aujourd'hui, et transparent pour voir les produits. Et donc ça, c'est intéressant, c'est un projet un peu plus long terme. Sur le recyclage, on a un projet de recyclage, retour au contact alimentaire sur le RPE à partir de films porté par Barbier, par une voie mécanique, pas par une voie chimique. Et proposition à l'EFSA, donc l'Agence sanitaire européenne, d'un challenge test pour le PE, souple, afin de pouvoir commencer à accréditer des recycleurs de PE de retour au contact alimentaire. Et puis 2 projets de recyclage chimique, moléculaire, on les appelle comme on veut, où là on va passer par la pyrolyse, on va transformer ce mélange de plastique en une huile ou un gaz. Là ce sera les projets, c'est plutôt une huile, et cette huile va rejoindre un cracker d'un pétrochimiste pour essayer de refaire du plastique, du naphta puis du plastique. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis cet été on a les premières tonnes sur le marché de PE recyclé et de PP recyclé contact alimentaire via un système mass balance issu de pyrolyse. Donc c'est le modèle qu'on veut tester et regarder ce qui se passe exactement. Les prochaines actions, en conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce que on fait du côté Citeo et qu'est-ce que vous pourrez faire, et puis après on va répondre à vos questions. Côté Citeo, donc on a cette ligne Cotrep IPC qui est en train de se créer. Premier semestre 2020, la ligne va être inaugurée. On va lancer des premiers tests qui vont être propres au Cotrep, le VOH, le nylon, la métallisation. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit faire les tests et vous donner des réponses. Ça n'a pas de sens que chaque entreprise teste dans son coin. Et après, on l'ouvrira pour que vous puissiez tester ce qui vous intéresse en propre. On a les 8 projets R&D. En 2020, on pourra vous faire un premier retour en accord avec les porteurs de projets sur ce qui n'est pas confidentiel, sur leurs avancées. Enfin, vous donner un peu de visibilité sur ce qu'il faut faire et pas faire par rapport à leur expérience. On a un groupe de travail sur les bag-in-box pour le vin avec Adelph qui poursuit ses travaux et c'est un secteur un peu particulier parce que le bag-in-box a une vraie possibilité de basculer sur un PE compatible au recyclage à court terme avec une structure VOH et un bouchon PP. Il reste pas grand chose comme frein à lever, la métallisation, le noir du robinet, mais on n'est pas loin, et donc du coup c'était intéressant de prendre par l'exemple ce sujet des souples avec Adelph et de prendre le BIB pour essayer de montrer que c'est possible de passer sur du PE. Les bonus sur l'intégration de recyclé, sur le RPE, film. Aujourd'hui, il est sur n'importe quel type de film d'emballage usagé qui revient vers de l'emballage ménager. Demain, on va tendre vers on va inciter en tout cas plus le retour du film ménager vers le film ménager. Et puis on inaugure en 2020 le bonus sur le PP recyclé pour tirer la demande également. On a un projet de recyclage sur les souples PP avec Ellipso. Donc je vous ai dit, on a une vision, il va falloir les recycler, soit seul, soit en mélange. C'est un projet qui est en train de se structurer, avec un engagement auprès du ministère de l'économie, avec Ellipso qui représente les fabricants d'emballage, parce qu'il faut trouver des solutions sur le PP. On ne résoudra pas tout avec uniquement du PE et du papier. Puis on continue d'éveiller sur l'innovation avec Circular Challenge. Le dernier vainqueur de Circular Challenge est intéressant là-dessus, Lactips, qui nous propose une barrière hydrosoluble, qui est d'abord expérimentée là en ce moment sur du papier, mais qui pourrait à terme être expérimentée sur du plastique. Et donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'en linéaire et chez le consommateur on a une barrière, mais chez le recycleur, une fois que ça touche l'eau, j'ai plus la barrière vu qu'elle est hydrosoluble. Et je retombe sur du monomatériau. Donc ça reste encore une idée,
qu'il va falloir transformer l'essai. Mais c'est la veille innovation, c'est des coûts qu'on ne peut pas rater aujourd'hui si demain ça se déploie. De votre côté, en tant qu'entreprise, si vous voulez travailler dessus sur le PE, premier réflexe, c'est de regarder sur notre outil Tri ou sur le site du Cotrep si vous avez déjà vos films qui sont recyclables par rapport à nos recommandations. Si vous avez des limites pour évoluer vers les recommandations du Cotrep parce que vous avez besoin d'une barrière plus forte que le VOH par exemple, et que vous ne trouvez pas dans la guide Cotrep une solution, ne pas hésiter à partager avec votre interlocuteur chez Citeo. Et puis regardez quand c'est possible de mettre du recyclé, donc pas alimentaire, mais partout où vous pouvez le faire, ça vaut le coup. Sur les autres souples, toutes les informations que vous pouvez nous remonter sur les films PP, c'est intéressant parce que ça va commencer à nous permettre de structurer ce projet-là. Si vous voulez participer, on fera au moins une réunion au premier semestre 2020 sur ce sujet-là pour nos clients qui sont intéressés. Et puis on lance régulièrement des appels à projets chez Citeo sur l'éco-conception, sur le recyclage. Donc vous êtes les bienvenus pour anticiper dès à présent à quel projet vous aimeriez nous mener pour avoir des emballages recyclables. Je vous remercie d'avoir suivi le webinaire et je vous propose maintenant qu'on prenne vos questions. J'ai vu qu'il y en avait tout au long de la présentation. Donc on va les prendre petit à petit. Alors, le matériau ETP constitué à 99% de cellulose. Pourquoi il n'est pas recyclable dans la filière papier? C'est typiquement ce que j'ai expliqué sur le cellophane. On est typiquement dans du cellophane dans ce cas-là. Donc on s'est servi du bois pour faire un plastique. Au passage, ça a été inventé au 19e siècle, cette technologie, ça existe encore. Et donc on va faire un plastique à partir de bois. Mais c'est vraiment un plastique en termes de structure chimique. Et dans une usine papetière, ça va pas se retransformer en fibre. Ça va se comporter comme un plastique qui va aller dans les refus. Donc, que ce soit en termes de recyclabilité ou dans notre tarif, c'est un plastique. Je pourrais prendre un autre exemple. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais depuis cet été également, début d'année même, on a sur le marché du PE biosourcé qui est fait à partir de chutes de bois. C'est un partenariat entre Dow Chemical et UPM. Mais pareil, c'est un plastique qui est fait à partir de résine de pin, donc on reste vraiment dans le domaine du plastique, à part que ça vient du bois, mais ça se comporte chez un recycleur comme du plastique, et dans un centre de tri comme du plastique. Alors, on me demande si c'est mieux pour le recyclage un emballage tout PP, ou un emballage qui est à 95% en PE avec un peu de PP à l'intérieur. Donc aujourd'hui, un tout PP, je ne sais pas le recycler. Un PE 95, un PP 5%, je ne sais pas le recycler non plus. On va l'éliminer en centre de tri. Demain, je suis beaucoup plus confiant, on s'ouvre beaucoup plus de portes avec un tout PP, avec un monomatériau qu'avec un mélange de résine. C'est aussi simple que ça. Et vraiment aujourd'hui, dès qu'il y a une trace de PP dans le corps de l'emballage, dans le film lui-même, sachet de chips, qui a très souvent un mélange de PE et de PP, avec une barrière aluminisée, ça c'est quelque chose qui n'est pas recyclé aujourd'hui. On l'élimine en centre de tri, les recycleurs ne sont pas capables de le prendre. Alors on me demande si uniquement le PEBD est recyclé et qu'est-ce qui se passe avec le PEHD et du coup est-ce qu'on peut faire des complexes entre PEHD et PEBD. Alors je vais tirer le fil sur ce sujet, il y a tellement d'autres de PE entre les LLDPE, les médiums densité. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un recycleur de film PE, il a aucun moyen technique pour séparer un grade de PE par rapport à un autre. De toute façon, il doit gérer tous ces PE qui lui arrivent. Donc comme on va essayer de refaire du film, principalement, vous l'aurez compris, ils vont privilégier le PEBD, forcément, parce que aujourd'hui la plupart des films sont faits en PEBD. Par contre, le PEHD, ils savent très bien le gérer. Ça arrive chez eux, ils le gèrent. Dans le recyclage, ça s'intègre plutôt bien et on arrive à refaire du film grâce à, même s'il y a une présence élevée de PEHD. Donc il n'y a pas vraiment de crainte sur ces complexes entre PEHD et PEBD. Ça c'est vraiment plus les recycleurs qui s'adaptent.
Alors, on nous pose la question sur la filière PP, pourquoi finalement vous nous dites qu'il y a une vision, mais pourquoi il n'y a rien qui existe en France comme en Europe finalement. On a regardé, même dans le monde, personne ne recycle le PP de manière structurée. Chez Citeo, on a toujours essayé de fonctionner sous cette forme d'appel à projet. Donc en 2012, quand on a lancé les premiers appels à projets d'éco-conception et de recyclage pour l'extension, on a mis dans les priorités de notre appel à projet la création d'une filière PP souple. On a eu 0 réponse. Entre 2012 et 2019, on a fait 4 appels à projets, on a eu 0 réponse. Quand on discute avec les entreprises, tout le monde nous dit, moi je suis intéressé, je suis prêt à mettre un peu de temps, un peu d'argent dans ce projet. Par contre, je me sens absolument pas de monter un projet ou de le piloter. Et ça prend pas, et du coup la mayonnaise ne prend pas, mais en France comme dans tous les autres pays, personne n'y va. Donc là, tout simplement, nous, notre réaction par rapport à ça, c'est de se dire, j'ai plus le temps d'attendre que quelqu'un se porte candidat pour y aller. On a essayé de motiver un certain nombre d'entreprises, mais ça ne prend pas. Donc bah c'est très simple, hein, Citeo va prendre le lead et puis on va vous associer autour pour pouvoir le faire. Après c'est dans ces projets, tout ce qui va être R&D, ça on peut se le permettre, on a le mandat pour le faire, le mandat de votre part en tant que client de mener cette R&D là. Quand il va falloir passer au stade industriel, aider les centres de tri à évoluer pour pouvoir faire une filière PP, là on va passer sur quelque chose de beaucoup plus lourd et ce sera intéressant quand même de réfléchir au modèle qu'on veut pour le faire. De toute façon, il faut y aller. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir qu'avec le PE et le papier, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup d'entreprises volontaires, mais voilà, très peu de projets concrets qui ont vu le jour depuis 2012. Alors on nous demande pourquoi on ne peut pas marquer sur un film PE ou sur une barquette PP avec un opercule que c'est recyclable, alors que là dans le webinar j'explique justement qu'on sait les recycler dans le cadre de l'extension des consignes de tri. Donc c'est exactement ça. Aujourd'hui on est dans le cadre de l'extension des consignes de tri. À la fin de l'année on sera à 40% des Français qui seront en extension, 50% normalement l'année prochaine. Donc si vous marquez à recyclable sur l'emballage à destination des consommateurs, pour faire simple, vous dites la vérité à 40% des gens et vous induisez en erreur 60% des gens. C'est un vrai problème à date, on n'est même pas à 50% de la population. Donc oui, vous avez fait le travail pour être recyclable. Il faudrait presque inventer le logo Recycling Ready, ça c'est une idée d'Hélène MacArthur. Parce que aujourd'hui vous avez fait le travail et vous n'avez pas la récompense dans la communication aux consommateurs, en tout cas pas on-pack. Il y a beaucoup de marques qui communiquent quand même via leur rapport RSE ou leur site internet. On les aide d'ailleurs là-dessus. Vos contacts Citeo peuvent vous aider là-dessus. Mais c'est un peu trop tôt. Alors nous on travaille là chez Citeo à trouver comment on peut à quelle date on peut basculer et comment on peut le faire le plus rapidement possible. Faut imaginer que c'est pas que de la communication. Ce sujet de marquage on-pack recyclable par recyclable, parce qu'aujourd'hui, demain on décide vous marquer tous là sur vos films PE, vos barquettes recyclables. Il y a des centres de tri manuels qui n'ont pas d'équipement, tout fait à la main, qui vont recevoir des montagnes de barquettes de pots de yaourt et de films et ils vont pas savoir comment gérer. Si uniquement ça bouchait les machines, ce serait un sujet, mais ça va même mettre en danger les travailleurs parce qu'il y aura du déchet alimentaire qui aura potentiellement moisi dans dans les déchets d'emballage qui arrivent. C'est notre quotidien. Et tous les centres de tri de l'extension sont équipés pour gérer les composés volatiles des déchets pour protéger les travailleurs. Donc ça va être un vrai problème si on marque trop tôt. Donc c'est à nous de trouver le bon timing pour faire ce basculement de marquage et de communication avec vous. Et on le fait, nous, notre volonté, en tout cas chez Citeo, après les parties prenantes c'est plus global, mais chez Citeo, c'est de ne pas attendre la fin de l'extension 2022 pour le faire. Alors j'ai une question sur les complexes en PE et PP. Est-ce que vous pensez qu'ils seront recyclables dans le futur? Donc je l'ai dit, il va falloir recycler des films PP, ça c'est notre vision. Après, est-ce qu'on arrive à les recycler seuls et à créer une filière mécanique de recyclage de PP tout seul? Pourquoi pas, ce serait sans doute la solution le moins chère si ça marche techniquement. Aujourd'hui personne ne l'a fait, donc il y a sans doute des bonnes raisons.
ou est-ce qu'on va essayer plutôt de sauter tout de suite sur le recyclage chimique de ces films PP pour refaire du contact alimentaire? Ça c'est une option un peu plus crédible entre guillemets vu que ça existe déjà au stade sur quelques centaines de tonnes. Et donc dans ce second cas, on va faire une pyrolyse, une huile de plastique avant de l'envoyer vers un pétrochimiste. Le mélange PEPP pourrait très bien s'insérer à l'intérieur. Et tout ça est dans de la vision, pas dans du projet. Donc là, on est en train de le structurer en forme de projet. Et si vous êtes intéressé, dites-le à votre contact Citeo si vous êtes metteur en marché, à votre contact Ellipso si vous êtes fabricant d'emballage, pour vous insérer dans ces projets-là. C'est de la R&D, donc c'est un risque, c'est pas un projet tout de suite industriel. Mais en tout cas, on veut l'expérimenter, le tester. Encore une question sur le PP où on me demande est-ce que finalement, si vous pensez que le PP va se recycler, et que moi je suis déjà en mono-PP, est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans les travaux d'éco-conception en PE? Moi j'aime bien répondre à cette question que c'est une analyse du risque pour vous. La filière PE existe déjà. Elle existera encore demain. Si vous allez dessus, vous êtes garanti d'avoir votre filière. Le PP, on est au stade de la R&D, on y croit. C'est juste une question de risque. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de rester en PP et de peut-être n'être pas recyclable si tout ce qu'on essaye de faire ne marche pas? Moi aujourd'hui, c'est surtout mon problème, c'est pas trop pour les structures qui sont PP et qui pourraient passer en PE que j'ai des questions, c'est plus pour les produits qui ne peuvent pas passer en PE. Parce que le PP ou des complexes peuvent aujourd'hui répondre à leurs besoins, notamment sur des questions d'emplissage à chaud ou de cuisson de l'aliment à l'intérieur du film, qui font qu'on ne pourra pas aller vers du PE. Donc il faut trouver une solution pour d'autres matériaux. Je vous remercie. Coupez vos micros, je vais remettre un coup pour que tout le monde puisse suivre. Donc encore une question sur le PP où on me dit moi j'ai essayé de passer au PE, mais la structure, la forme du PE, la structure est trop souple et ça ne passe pas sur mes machines. Alors là, nous on a fait un appel du pied dans des projets éco-conception pour un projet collaboratif entre un client et un fabricant de machines, pour qu'ils puissent nous faire des machines qui sont capables de passer du PE, plus souple. Ça c'est une première piste. On n'a pas eu. Personne n'a candidaté sur ce sujet-là. Le deuxième sujet qui est beaucoup plus crédible, c'est l'arrivée des PE orientés, qui leur donnent beaucoup de rigidité et donc du coup qui pourraient permettre de passer sur vos machines actuelles. Il resterait plus que des questions de plage de soudure, qui seront pas les mêmes que sur du PP, donc un apprentissage au niveau de la soudure et de l'impression, bien sûr. Donc ça peut commencer à être levé. Et puis j'ai encore une fois, j'ai des cas où seul le PP ou des complexes basse PET pourront répondre parce que j'ai besoin de cette rigidité que le PE n'a pas pour un process particulier, pour pas changer toutes vos usines. Et donc là, la solution la plus coût efficace, très certainement pour vous, c'est d'investir un peu de temps et un peu d'argent dans des tests avec nous sur le recyclage du film PP. Alors, il y a des questions plutôt sur le film PE et sur le papier, sur les encres. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le recyclage? Sur les papiers, on a un sujet qui est très connu, qui est le sujet de l'impression avec des huiles minérales, qui perturbe le recyclage parce que derrière, il y a des gens qui utilisent ce papier carton recyclé pour faire de l'emballage primaire. Et du coup, là, ça peut faire migrer des traces d'encre, huile minérale qui sont dans l'aliment et c'est quelque chose qui pose des problèmes sanitaires et qui oblige du coup tous les metteurs en marché à mettre une protection, une film barrière plastique en plus pour éviter cette migration quand on utilise du recyclé. Donc impression huile minérale dans le carton, c'est à éviter au maximum et on a un malus là-dessus chez Citeo. Sur le film plastique, sur le film PE, l'impression aujourd'hui ne pose pas de problème aux recycleurs, plus que ça. En tout cas, de toute façon, on a déjà beaucoup de couleurs et des films teintés dans la masse, donc on n'arrivera pas à faire du transparent à la fin. Si demain on avait quasi exclusivement du film imprimé en surface, on pourrait s'amuser peut-être à le décolorer,
Ça, c'est des choses qui sont envisageables, mais ça voudrait dire plus aucun teinté dans la masse, qui est peu crédible. Et simplement pour vous expliquer, plus un film est ancré, et plus ça va générer des coûts chez le recycleur, parce que ça, lorsqu'on va le réchauffer pour ramollir la matière dans l'extrudeuse, ça va faire du gaz, parfois des COV si c'est des encres solvantées, qu'il va falloir traiter. Et donc tout ça a un impact sur les temps de process et les coûts pour le recycleur, mais c'est pas du tout perturbant pour le recyclage. On va quand même le recycler à la fin. Alors, on nous parle, là, il y avait une question sur les impressions et donner un aspect papier au PE. Alors, en France, on a même sujet que les encres. Aujourd'hui, ces vernis, ces encres n'ont pas été identifiés comme des choses qui posent plus de problèmes que ça. Après, ça méritera sans doute d'être testé par le COTREP, plus précisément. Mais pour que vous les ayez en tête, quand même, c'est important. Si vous êtes à l'international, en Allemagne, c'est un énorme sujet avec le gouvernement allemand d'interdire les paper touch, les impressions papier sur PE ou sur plastique plus généralement. Pourquoi? Parce que l'Allemagne demande aux citoyens de trier dans une poubelle tout ce qui est carton et papier et dans une autre poubelle tout ce qui est briques, plastique et métal. Et donc les Allemands, les consommateurs allemands se trompent forcément. Un plastique imprimé comme du Kraft ou imprimé comme du carton, ils le mettent dans la poubelle du papier et carton et ça perturbe le recyclage des papiers là-bas. Et donc il y a une demande de ce secteur-là de faire interdire ces imitations papier sur plastique. Donc il faut juste se dire que ce modèle allemand qui quand même est de plus en plus copié, vu que la Belgique est déjà sur ce modèle-là, il y a d'autres pays qui y réfléchissent. En France, on y réfléchit également parce que c'est un modèle très efficace en termes de qualité, en termes de coût, de séparer par le consommateur les fibreux et les non fibreux. Ça a des incidences sur ce vernis qui est Paper Touch, et ça fait du bruit outre-Rhin. Alors, il y a des questions sur les cols dans les structures multicouches PE. Aujourd'hui, on n'y connaît vraiment rien, ça on va le dire assez honnêtement. Aujourd'hui, il y en a très peu sur le marché, voire zéro, de ces emballages, notamment OPE-PE ou MDO-PE, avec une couche de colle entre les deux. Demain, ça va arriver de plus en plus et on va constater ce qui se passe chez les recycleurs. Donc c'est pour ça qu'on a un projet avec Henkel pour travailler sur les meilleurs colles adaptés pour ces nouveaux emballages qui arrivent et qu'on est en train de monter la ligne avec le COTREP pour pouvoir aller tester ces colles, ces colles et ces adhésifs pour s'assurer qu'on puisse faire des recommandations et qu'il y en a certainement des adhésifs qui seront meilleurs que d'autres pour le recyclage. Juste pour petite information, aujourd'hui, un des plus gros problèmes pour les recycleurs de films PE qui nous rencontrent, c'est des étiquettes papier très fortement collées sur les films, ne serait-ce que le code barre ou le prix. Et ça, aujourd'hui, il y a des colles qui sont utilisées qui ne se lavent pas et on n'arrive pas à l'enlever chez le recycleur et du coup, on a du papier et de la colle jusqu'à la fin du process qui viennent boucher les filtres de l'extrudeuse. Et c'est un sujet qui nous remonte très régulièrement. Donc bien entendu, les colles, les adhésifs sont des sujets à étudier. Aujourd'hui, on a très peu de retours de connaissances, que ce soit au niveau des recycleurs ou au niveau de Citeo, au niveau du COTREP. Personne n'a beaucoup de retours là-dessus. Et ça va être vraiment un des gros sujets dans les prochaines années. Alors, on nous pose une question qui est pas exactement sur le souple, mais qui est sur les tubes. Donc j'ai dit au début que ça allait pas dans les souples chez les recycleurs, pas dans le souple dans les centres de tri. En fait, ça part avec les bouteilles de lait et les bouteilles de lessive. Aujourd'hui, en PE, pour être recyclé avec les rigides. Et donc dans les jupes de tubes, souvent on a, un tube, je sais pas si pour ceux qui connaissent, on est souvent sur une jupe qui est un mélange de PEHD et de PEBD plus un capot PP. Donc on a un mélange de trois matières finalement quand il n'y a pas de LVOH, quand il n'y a pas du vernis. Aujourd'hui, on est sur ces tubes, on arrive à les recycler en l'état. Dans le rigide, les recycleurs préfèrent le PEHD. Donc si vous pouvez passer sur des tubes avec plus de PEHD que de PEBD, ça arrange les recycleurs. Ça va plus dans leur sens. Après, s'il y a un peu de PEBD, on sait le faire dès à présent. Donc c'est pas l'action prioritaire en termes d'éco-conception. Après, si vous êtes vraiment dans ce domaine spécifique du tube, oui, ça peut être hyper intéressant de travailler à la fois sur le capot, parce qu'on est capable de faire un capot PE sur tube PE, et puis à augmenter la part PEHD.
Et puis juste pour information, pour finir sur ces tubes, il existe aussi des tubes tout PP qui finissent du coup dans la filière de recyclage PP, rigide, en extension des consignes de tri. On nous demande si un film PE imprimé est mieux qu'un film PE transparent avec une étiquette papier. Donc oui, dans le monde de l'emballage ménager, bien sûr, c'est bien meilleur parce qu'on ne cherche pas à refaire du film transparent à la fin. Et qu'on va pouvoir recycler l'intégralité de ce film PE imprimé, alors que dans tous les cas, l'étiquette papier ne sera jamais recyclée dans la filière plastique. Plus vous allez vous ouvrir des problématiques de colle à gérer il va falloir que vous développez des colles qui se lavent dans de l'eau froide, dans de l'eau ambiante, et donc froide quand c'est en hiver chez le recycleur. Et c'est pas évident de faire des colles qui se lavent à température ambiante, donc même si ça existe chez certains fournisseurs. Donc voilà, c'est simplement dès qu'on va rajouter un élément sur l'emballage par rapport à une seule matière, on va se poser un certain nombre de questions d'éco-conception. Et c'est ce qu'on essaye de vous aider avec le Cotrep. On arrive au bout des questions. On va de toute façon compiler tout ce qu'on a reçu sur le chatter pendant tout le webinar et on répondra si on a raté quelques questions en direct aux personnes. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi le webinar. C'était le 3e de la série. Et puis on essaiera de relancer cette série de webinars souples l'année prochaine, en espérant avoir des progrès à vous partager, à la fois sur le PE et le PP, et plus généralement sur ces mix polyoléfines en vue d'un recyclage chimique, comment on aura progressé d'ici là. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et bientôt dans les relations au quotidien avec Citeo. Au revoir.